campagne électorale pour le second tour des municipales prend fin ce soir à minuit. L'événement de la campagne, le duel télévisé Defferre-Gaudin ce soir à Marseille. La conférence de l'OPEP s'éternise à Londres. Les ministres du pétrole achoppent sur le problème des quotas de production. L'un des grands espions de l'après-guerre vient de mourir. Le Britannique Donald Maclean, qui était passé à l'Est il y a 32 ans, s'est éteint à Moscou. Madame, Monsieur, bonsoir. Le cœur de la campagne électorale pour le second tour des municipales, qui, nul ne l'ignore, aura lieu dimanche, le cœur de la campagne bat à Marseille ce soir. En fait, c'est à Marseille que tout au long de la semaine, le climat et le ton de la campagne ont été les plus tendus, les plus violents, les plus pesants. Dès qu'il est apparu dimanche dernier que l'homme qui depuis 30 ans, sans discontinuer, régnait sur la deuxième ville de France, Gaston Defferre, qu'il était en ballottage dans son propre secteur et qu'il n'était pas sûr d'emporter un nouveau mandat face à son adversaire, dès qu'il est apparu aussi qu'un avocat de droite, Bernard Manovelli, avait cristallisé près de 5% des voix sur le thème de la sécurité à Marseille, agitant tous les problèmes et toutes les émotions soulevées par la concentration dans la ville de quelques 90 000 immigrés, ce sont ces thèmes-là qui ont envahi le débat. Tandis que la liste Marseille Sécurité fusionnait finalement avec la liste de l'opposition, les deux camps, à gauche et à droite, ont mené campagne tambour battant. Ce soir, les deux chefs de file, Gaston Defferre et Jean-Claude Gaudin, étaient face à face pour un duel télévisé retransmis sur les réseaux locaux de FR3. L'ambiance à Marseille aujourd'hui, Dominique Thiers. Cet après-midi, ces dernières heures de campagne électorale. Énième distribution de tracts, slogans dans les haut-parleurs, le dernier round avant dimanche. Je ne sais jamais de politique. Et justement, pour vous, cette campagne, elle est comme les autres ou un peu différente? Elle est un peu différente. En quoi? Eh bien, c'est que la droite veut battre la gauche. La campagne, Oui. Est-ce que la campagne elle est électorale- essentiellement faite par des gens qui manquent d'éducation, pour l'essentiel. L'émotion et la tension des militants est aujourd'hui contenue. Même lorsque les camions des deux listes opposées se croisent, on affiche un sourire décontracté. Car l'enjeu ce soir se passe dans un studio de télévision. À 16h, les deux candidats arrivent, l'un après l'autre, pour leur premier, unique et véritable face-à-face en campagne électorale. L'événement a déplacé toute la presse nationale. Les règles d'enregistrement sont strictes et contrôlées par huissier. Rien ne doit filtrer du studio pendant l'enregistrement. Dernier. Vous aurez le dernier la parole. Monsieur Gaudin aura le premier la parole. Vous pouvez vous installer. Alors. Le débat durera 54 minutes. Daniel Brem a interrogé les deux candidats à leur sortie. Si les électeurs qui votent traditionnellement à gauche et qui se sont abstenus dimanche dernier votent, je dois gagner. Sur la sécurité, vous prenez le train de l'opposition En Marche et vous annoncez la création d'un conseil permanent de la sécurité. De quoi s'agit-il exactement? Il s'agit de réunir autour du maire et du préfet de police les représentants de la population de toute tendance politique pour étudier toutes les possibilités pour ramener la sécurité à Marseille. La question a pris une telle importance qu'il ne suffit plus de forces de police, il ne suffit plus de se battre contre le chômage, de créer des clubs culturels, des terrains de sport. Il faut aussi que la population participe à cet effort. Donc vous êtes toujours aussi sûr de gagner? J'espère. J'ajoute qu'en ce qui concerne les immigrés, question qui a été au centre du débat, j'ai fait une proposition nouvelle, celle d'une conférence internationale en France avec les ministres des pays fournisseurs de main-d'œuvre pour étudier cette question et lui trouver une bonne solution. Le ministre de l'Intérieur a fait venir beaucoup de policiers à Marseille. N'est-il pas finalement, M. Gaudin, le mieux placé pour assurer la sécurité? J'ai observé que M. Defferre aujourd'hui ne disait pas que s'il n'était plus maire de Marseille, il enlèverait les effectifs de police. En réalité, même si des efforts ont été faits dans ce domaine-là, les Marseillaises et les Marseillais considèrent que c'est insuffisant. Nous ne vivons pas en sécurité à Marseille. Il y a une agression toutes les 7 minutes et par conséquent, le ministre de l'Intérieur a échoué. Et le maire de Marseille n'a guère mieux réussi.
Alors, sur le papier, vous avez fait le plein des voix avec vos diverses alliances. Est-ce que vous ne craignez pas un reflux après la campagne sur l'attentat manqué de lundi? Je pense qu'il y a des manœuvres déshonorantes de dernière minute qui sont faites dans le but d'inquiéter l'électorat. Les Marseillaises et les Marseillais, dimanche dernier, m'ont envoyé un message d'espoir et de renouveau en me plaçant largement en tête dans ce scrutin de ballottage. Moi, je suis déjà élu. Monsieur Defferre ne l'est pas dans son propre secteur. Alors je souhaite de tout mon cœur que toutes celles et tous ceux qui veulent le changement, qui ne veulent plus que cette ville soit bloquée, usée, mais au contraire qu'il y ait un élan de Marseille, puissent voter pour la liste Changeons Marseille. Je pense que s'ils concrétisent leur vote de dimanche prochain, alors il y aura du changement à Marseille. Au-delà donc des deux candidats que vous venez d'entendre, à Marseille, les enjeux nationaux de la campagne sont supplantés par les enjeux locaux. Daniel Brem, vous êtes à Marseille depuis quelques jours. Est-ce que vraiment le climat est très tendu? Écoutez, il règne ici un climat comme je n'en ai jamais connu à Marseille. Dès votre premier taxi, vous êtes absolument pris à la gorge par la haine, quelle que soit la couleur de votre conducteur. Et ce matin, au kiosque, deux acheteurs, l'un du Provençal et l'autre du Méridional, ont failli en venir aux mains. Il faut dire que les quotidiens ne lésinent pas sur les titres. Et Jean-Claude Gaudin, dans le deuxième secteur, a fait arrêter cet après-midi la campagne de la candidate RPR, tellement il craignait des incidents. La candidate RPR, donc dans le deuxième secteur où M. Defferre est en ballottage. Mais le secteur où va vraiment se jouer l'élection dimanche, c'est le deuxième secteur de Marseille. Non, c'est le premier. Le premier, pardon, le premier. C'est le premier secteur. C'est celui où sont opposés M. Hyacinthe Santoni, qui est la cible préférée de M. Defferre depuis quelques jours, et Marius Mas, le socialiste. Alors, il faut expliquer que c'est le secteur le plus peuplé, c'est-à-dire qu'il aura évidemment le plus grand nombre de conseillers, soit 29. Alors, si vous voulez bien prendre un crayon, nous allons faire un petit peu d'arithmétique. Car M. Gaudin a dans son escarcelle, depuis le premier tour, 21 sièges pour lui, avec M. Tessier. Mais il y a dans ce premier secteur la possibilité pour celui qui fera les 50% d'avoir 22 sièges. 21 plus 22 égale 43. Vous me direz ce n'est pas suffisant. Mais il restera le deuxième secteur qui est le secteur de M. Defferre et le secteur de Michel Pezet, le président du Conseil général. Et même avec le plus mauvais score, M. Gaudin, là encore, ferait 9 sièges. 43 plus 9 égale 52 et il suffit de 51 sièges pour emporter la mairie. Merci Daniel Brem. À Marseille, donc Marseille sera le point de mire du second tour. Et c'est à Marseille que le Parti socialiste joue sa partie la plus symbolique, sinon la plus serrée. Une autre partie serrée va se jouer à Châtellerault, où un autre ministre du gouvernement, Mme Édith Cresson, va tenter de conquérir la mairie à la famille Ablain. Édith Cresson a frôlé l'élection au premier tour avec près de 49% des voix, contre 40,7% à l'UDF Jean-Pierre Ablain. Le journaliste Dominique Jamet, divers droite, a choisi de fusionner sa liste avec celle du candidat UDF. L'arithmétique annonce donc là aussi un scrutin serré et les écologistes qui ont fait un peu plus de 4% au premier tour pourraient peser de façon non négligeable. Pierre Alain. Apparemment, Châtellerault n'a pas subi la poussée de fièvre politique d'entre les deux tours. Pourtant, le duel ici est très serré. Châtellerault pourrait même être une des rares villes de plus de 30 000 habitants conquises par la gauche. Une victoire qui serait d'autant plus symbolique que depuis 23 ans, la ville est gérée par une famille, celle des Ablain. Après Pierre, l'ancien ministre disparu, puis Geneviève, son épouse, voici Jean-Pierre, le fils. À 33 ans, conseiller général, il veut assurer la succession à la mairie. Son premier atout, son nom, auquel beaucoup d'habitants restent attachés. Et c'est avec une certaine timidité que Jean-Pierre Ablain mène sa campagne. Avec à ses côtés un homme décidé, le journaliste Dominique Jamet. Malgré les 10% du premier tour, qui lui auraient permis de se maintenir au deuxième, il a choisi de s'associer au candidat de l'opposition, en précisant que ce ralliement n'est pas une alliance politique. Il n'empêche que ses voix, ajoutées à celles d'Ablain, donnent sur le papier l'avantage à l'opposition. Mais Jean-Pierre Ablain sait bien que ce double héritage, électoral et surtout familial, ne lui suffit pas. C'est, à mon avis, un avantage sur le plan de la connaissance des dossiers, de la connaissance des gens.
c'est aussi, bien sûr, un problème à surmonter au niveau d'une certaine, peut-être, je dirais, une certaine usure. Mais je crois profondément que l'équipe que nous avons formée dépassera tous ces problèmes et nous trouverons les solutions. L'héritage, selon sa rivale Édith Cresson, c'est aussi un chômage supérieur à la moyenne nationale. Elle en fait son cheval de bataille. Châtellerault, c'était pire qu'ailleurs, avant le 10 mai. Et nous avons rattrapé une situation qui était catastrophique, nous l'avons améliorée considérablement. Alors les gens sont intéressés à ce que ça continue, c'est une ville ouvrière, Châtellerault, il ne faut pas l'oublier, qui a une tradition industrielle importante. Il y avait autrefois la manufacture, il y a un grand nombre d'entreprises et les gens sont préoccupés par ce problème. Auréolée de son titre ministériel, confortée par ses succès électoraux aux législatives et aux cantonales, Édith Cresson affiche une certaine assurance. Militante, elle est ouverte à tous les interlocuteurs, se veut simple et arbore un sourire conquérant. Ouais, très bien, j'ai vu ça. Comme tous les candidats, elle fait les marchés et rend visite aux locataires de HLM. Par tempérament sans doute, mais aussi sûrement par nécessité. Car à Châtellerault, au premier tour, il n'y avait que 400 voix d'écart entre sa liste et les deux de l'opposition, aujourd'hui réunis. Tout est possible et chacun a besoin de conserver ou conquérir quelques dizaines de voix. Lorsqu'on sait que l'abstention était très faible, à peine plus de 20%, on peut se demander où se cachent les électeurs qui font la différence. Si les équations personnelles vont donc jouer à Châtellerault, on retrouve à Paris, dans les deux secteurs qui dès le premier tour n'ont pas été remportés par l'opposition, on retrouve à Paris dans le 13e et le 20e arrondissement les mêmes thèmes qu'à Marseille. Surtout dans le 20e où le chef du Front National, Jean-Marie Le Pen, a cristallisé plus de 11% des suffrages en martelant le thème de l'insécurité et de l'immigration. Pour le socialiste Michel Charaza, largement devancé par le candidat de l'opposition Didier Bariani, l'espoir demeure dans un pourcentage important d'abstention au premier tour. Jean-Louis Le Sen. Cette campagne, toute la campagne dans le 20e, est axée sur les thèmes que Jean-Marie Le Pen a développés avant le premier tour. Et depuis, il a eu le temps de faire des émules. Quand j'entends Jean-Marie, je retrouve l'équilibre de quelqu'un qui raisonne sainement, qui a du bon sens. Et je suis française, je veux que mon territoire soit défendu. Comme n'importe quel animal défend son terrain, n'importe quel animal défend son territoire. Pour sa part, Jean-Marie Le Pen mène une campagne moins viscérale mais plus politique et avant tout contre le tandem Bariani-Chirac. La campagne électorale a prouvé en tout cas que la lutte sur les thèmes du Front National était bonne, contre l'immigration, contre l'insécurité. Ce que je ne comprends pas, c'est que les candidats de M. Chirac font ici campagne contre l'immigration, alors que M. Chirac dénonce cette attitude quand c'est le Front National qui l'emploie. Toute la semaine, dès qu'il avait un moment de libre, Jacques Chirac a fait lui aussi sa tournée du 20e. Didier Bariani, le président du Parti radical, a beau être la tête de liste dans le 20e, c'est le maire de Paris qui est le vrai candidat et c'est lui qui cornaque. Voilà, vous avez vu M. Bariani là. Pour eux, l'important est de ne pas laisser croire qu'ils pourraient solliciter les voix de l'extrême droite. Ils souhaitent le réflexe vote utile au second tour et c'est tout. Dans l'esprit du maire de Paris, comme dans le mien, il n'y a jamais eu dimanche soir la moindre hésitation. Il était évident que nous continuerions dans la même formation que nous avions abordé le premier tour. Et si le succès est différé dans le 20e, puisque vous avez évoqué le problème de M. Le Pen, et quel que soit le risque, ce risque nous l'assumons, parce que pour des formations républicaines, il n'était pas concevable que le combat change de nature, parce qu'il y avait aux extrêmes quelqu'un qui avait su récupérer politiquement un malaise qui est profond, et dont, je le répète, nous sommes tout à fait acquis à le prendre en compte dès le début de la prochaine mandature. Pour faire en sorte que le 20e soit préservé par l'effet Chirac, Michel Charaza, le candidat de gauche, a parcouru toute la semaine de porte en porte, d'immeuble en immeuble, le secteur dans son ensemble, avec le sentiment que grâce à lui, Chirac pourrait rater le grand chelem. Merci de votre accueil, madame, et à dimanche prochain. Et pour combattre Didier Bariani et à travers lui Jacques Chirac, Michel Charaza utilise un leitmotiv et une explication. Nous considérons que Paris a besoin du pluralisme et nous souhaitons à l'évidence qu'avec le 20e et le 13e, nous préservions les équilibres nécessaires dans la gestion de Paris. Dans les quartiers populaires, nous avons constaté beaucoup d'abstention. Et je remarque qu'à toute élection municipale, la gauche unie au deuxième tour a gagné de 12 à 15 points. Car il y a un vote traditionnellement protestataire au premier tour dans le 20e. Hier, c'était pour les écologistes. Cela a été dimanche dernier pour M. Le Pen. Nous estimons pouvoir rassembler très largement au second tour les électeurs qui, hier ou avant-hier, nous ont fait défaut.
Deux listes qui se disputent l'électorat d'une troisième, laquelle fait campagne sur un thème repoussoir, c'est tout l'enjeu du second tour. Le phénomène Le Pen, c'est en tout cas d'avoir contraint ses concurrents à se définir par rapport à ses options à lui. Dans toute la France, la campagne prend donc fin ce soir. Les principaux dirigeants des formations politiques se sont efforcés de mobiliser leur électorat. Ainsi, le Premier ministre Pierre Mauroy, hier à Lille, tout en mettant en garde contre les dangers de l'escalade électorale, a appelé la gauche à mobiliser ses forces. Je voudrais m'adresser à ces électeurs de gauche qui trouvent que nous n'avons pas fait assez, qui se plaignent de la rigueur, à leurs yeux excessive, de la politique du gouvernement. Je voudrais leur dire qu'ils ne doivent pas se prononcer pour ou contre la crise. La crise est là et nul ne peut l'ignorer. Ce qui compte, c'est le type de réponse qu'un gouvernement apporte. Pendant 10 ans, la droite n'a pas su faire face. Les solutions retenues, la politique de déflation, la politique monétariste ont été récusées par une large majorité des Français. Nous proposons et nous mettons en œuvre d'autres solutions, une autre logique. Cela signifie une répartition de l'effort sur l'ensemble de la communauté nationale et une aide apportée aux plus défavorisés de nos concitoyens. Cela signifie la défense de l'emploi et non plus la flambée du chômage. Comme chef de la majorité, j'appelle à la mobilisation pour le second tour de scrutin les électrices et les électeurs de gauche. Par leur abstention, ils permettent à l'opposition de conquérir des positions à partir desquelles elle s'efforcera d'entraver l'action du gouvernement, rendant ainsi plus difficile l'effort collectif que nous avons engagé. À droite, Jacques Chirac, président du RPR, a lui aussi demandé aux partisans de l'opposition de ne pas se démobiliser pour le second tour. Au soir du scrutin de dimanche dernier, apparaît une première réalité. C'est que la majorité politique de la France d'aujourd'hui est devenue minoritaire. À partir de là, naturellement, il ne faut pas se tromper de scrutin, ni en tirer des conclusions qui ne sont pas celles de nos institutions. Nous n'avons pas l'intention, au soir de ce premier tour, comme nous n'aurons pas l'intention au soir du deuxième tour, de contester la légitimité du chef de l'État, du Parlement ou du gouvernement. Ce n'est pas le problème. Mais en revanche, nous devons avoir conscience qu'il y a aussi les règles de la démocratie et que si ce scrutin se traduit par un véritable avertissement fort et clair donné au gouvernement, alors il appartiendra aux démocrates, s'ils le sont encore, qui nous gouvernent aujourd'hui, d'en tenir compte. C'est cela aussi l'enjeu du scrutin de demain, ici à Angers, comme dans toutes les villes et les communes de France. Nous voilà donc au bout d'une campagne qui a dépassé, en tout cas dans son ton, l'enjeu que l'on pouvait accorder au départ à des élections qui ont pour but de renouveler les conseillers municipaux. Alors comment interpréter, Albert Duroy, cette disproportion entre l'enjeu réel et le climat de cette campagne électorale ? Avant le premier tour, le débat a tourné pour l'essentiel autour de la situation économique. Faut-il plus ou moins de rigueur? Les bons indices du chômage sont-ils plus importants que les mauvais indices du commerce extérieur? Enfin, version politique du même débat, faut-il donner au pouvoir un avertissement? Même vive, ce qui est normal, la campagne en gros est restée digne. Mais elle dérape dès le lendemain du premier tour. C'est le socialiste Louis Mermaz qui parle de factieux à propos de Jacques Chirac. C'est Chirac, vous venez de l'entendre, qui parle des démocrates, s'ils le sont encore, qui nous gouvernent, comme si la majorité devenait illégitime parce qu'elle a subi un échec, comme si l'opposition était coupable d'avoir gagné. Il y a plus grave. Marseille, Grenoble, Dreux, les quartiers nord-est de Paris, l'opposition se rend compte qu'elle a enregistré ses progrès les plus spectaculaires, là où se pose le plus fortement le problème de la cohabitation entre Français et immigrés. De leur côté, socialistes et communistes notent partout un déficit électoral dans les quartiers les plus populaires, dans les cités les plus rébarbatives, là où le même problème de cohabitation est le plus vivace.
beaucoup l'oublient, c'est la période d'expansion gérée par la droite au pouvoir qui a amené en grand nombre les travailleurs immigrés dans nos usines pour le plus grand profit de la France industrielle. Et c'est la gauche, amenée au pouvoir par la crise, qui a freiné le plus efficacement l'arrivée des immigrés. Mais étrangement, c'est la droite qui bénéficie de leur rejet et c'est la gauche qui pâtit de leur présence. Et voilà les candidats de gauche comme de droite, vous avez entendu le reportage sur le 20e arrondissement de Paris, qui, pour quelques mairies de plus, flattent l'électorat de l'ingratitude, du rejet et du racisme. Là est le vrai dérapage de la campagne. Le président François Mitterrand est décidé à profiter du choc électoral pour réorganiser, dès lundi s'il le faut, le gouvernement de la France, mais il serait hélas illusoire de penser que les relents fétides de la campagne de gauche comme de droite se dissipent comme par enchantement. Avec vous, Albert Duroy, avec Patrick Poivre d'Arvor et tout le service politique d'Antenne 2, je vous donne rendez-vous dimanche à 20h pour notre soirée électorale. Dès 20h, grâce à C2I au Newellbull, les premières estimations sur les résultats de Marseille et des principaux tests nationaux viendront débattre ensuite avec nous des perspectives ouvertes par les résultats des municipales. Louis Mermaz, président de l'Assemblée nationale, Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste, Raymond Barre, ancien Premier ministre, et Jacques Chirac, ancien Premier ministre RPR. Rendez-vous donc dimanche à 20h. Le franc a souffert aujourd'hui encore de mouvements spéculatifs anticipant un réajustement des parités monétaires européennes. À la mi-journée, le franc avait atteint son cours plancher par rapport au Deutschmark. En clôture, ce soir à Paris, il s'est légèrement raffermi, cotant 2,87 francs pour un Deutschmark. Le dollar, lui, valait 6,87 francs. D'autres devises européennes, à commencer par la livre britannique, ont aussi fléchi aujourd'hui. Pour la livre, l'explication tient en partie à l'incertitude qui continue de planer à Londres sur les résultats de la conférence de l'OPEP. Si les ministres des pays producteurs de pétrole sont pratiquement d'accord, semble-t-il, au bout de 5 jours de négociations sur une baisse des prix, ils achoppent toujours sur la question des quotas de production. À Londres, Laurence Auervin. On attend toujours devant ce grand hôtel londonien où les 13 ministres de l'OPEP sont réunis à huis clos. Pour la première fois depuis sa création, il y a 22 ans, l'OPEP pourrait toutefois annoncer prochainement, peut-être demain, une baisse officielle du prix de son pétrole. Ce problème-là semble avoir été réglé. Il s'agirait d'une baisse limitée de 5 $ par rapport au prix actuel, 34 $ le baril de brut saoudien. Mais on attend encore que les pays de l'OPEP se mettent d'accord sur la quantité de pétrole que chacun d'entre eux sera autorisé à produire cette année. Mais aujourd'hui, alors que l'OPEP semble s'approcher d'un accord, les regards se tournent à nouveau vers un pays producteur qui n'est pas membre de l'OPEP, la Grande-Bretagne. La presse britannique de ce matin est pleine de titres, pleine d'avertissements qui s'adressent aux pays de l'OPEP. Le Financial Times écrit « La compagnie pétrolière britannique BP avertit qu'un accord de l'OPEP sur les prix ne pourra pas tenir. » Pour le Guardian, l'OPEP pourrait forcer la mer du Nord à baisser ses prix. Et dimanche dernier, déjà, le Sunday Express annonçait une guerre des prix entre la Grande-Bretagne et l'OPEP. Si la Grande-Bretagne baisse ses prix, le Nigeria, son principal concurrent au sein de l'OPEP, baissera les siens. Et dans ce cas, tout l'édifice laborieusement mis sur pied par l'OPEP pour stabiliser le marché, avec des nouveaux prix et des nouveaux niveaux de production, tout cet édifice s'écroulerait en peu de temps, et le prix du pétrole avec lui. Revenons à l'actualité sociale en France avec ce nouveau rebondissement dans la situation à l'usine Citroën d'Aulnay. L'inspection du travail a en effet refusé aujourd'hui la demande de licenciement de la direction à l'encontre des 4 responsables CGT impliqués selon elle dans les incidents du 2 février dernier. L'inspection du travail conteste la matérialité des faits reprochés aux délégués CGT qui ont l'intention de se présenter dès lundi matin à leur poste de travail. La direction a annoncé de son côté son intention de déposer un recours contre la décision de l'inspection du travail. Élection à l'usine Talbot de Poissy, la CSL perd la majorité absolue, mais pour l'ensemble des collèges, continue de devancer la CGT. La CGT obtient cette fois la majorité dans le collège ouvrier.
Pendant 32 ans, il s'est appelé Donald Donaldovich. Il était né Donald Maclean et avec ses amis Philby et Burgess, il faisait partie de cette élite britannique qui, de l'université de Cambridge au ministère des Affaires étrangères, se doit de servir, sinon l'Empire, en tout cas la reine. Donald Maclean, lui, préféra servir le Kremlin. Il vient de mourir à Moscou, longtemps après avoir été l'un des héros de la plus formidable histoire d'espionnage de l'après-guerre. Gérard Inet. C'est à l'université de Cambridge, dans les années 30, que tout a commencé pour Donald Maclean. Il faisait partie d'un groupe intitulé Les Apôtres, qui se considérait lui-même comme l'avant-garde de la Révolution. Il y avait Maclean lui-même, qui devait devenir directeur des affaires américaines au Foreign Office. Il y avait aussi Guy Burgess, qui, malgré sa réputation d'alcoolique, devait remplir le poste de deuxième secrétaire à l'ambassade de Grande-Bretagne à Moscou. Il y avait enfin Anthony Blunt, démasqué bien des années plus tard alors qu'il était devenu conseiller de la reine. Il expliquait ainsi à cette époque les raisons de son engagement. Au seuil des années 30, il m'a semblé, ainsi qu'à beaucoup de mes contemporains, explique-t-il, que le Parti communiste soviétique constituait le seul véritable rempart contre le fascisme, alors que les démocraties occidentales restaient incertaines à l'égard de l'Allemagne. Après leur sortie de Cambridge, Maclean et Burgess devaient rapidement gravir les échelons de l'administration britannique. Maclean est ainsi envoyé à Washington et au Caire, et il finit directeur des affaires américaines au Foreign Office. Il souffre à cette époque d'une dépression nerveuse et quelques mois plus tard, il s'enfuit en compagnie de Guy Burgess en direction de Moscou, pense-t-on alors, sans en être bien sûr. Ils ont été prévenus. Un troisième homme entre alors en scène, Kim Philby, agent des services secrets britanniques, qui devait les rejoindre à Moscou 11 ans plus tard. Pour Anthony Blunt, il n'y a pas de doute, c'est bien Philby qui avait averti Maclean et Burgess qu'ils étaient brûlés en Grande-Bretagne. Il le confirme ici. C'est alors que la femme de Donald Maclean, Melinda, et ses 3 enfants disparaissent à leur tour. Dès ce moment, tous les indices mènent dans la même direction, Moscou. Burgess réapparaît effectivement peu après en Union soviétique. On le découvre servant de guide à un parlementaire britannique en mission. Réapparition aussi de Kim Philby qui écrit un livre racontant les 9 années passées au service des soviétiques. Maclean, quant à lui, préfère rester discret et s'installe dans un appartement de Moscou où il vivra jusqu'à sa mort. L'ambassadeur de Turquie à Belgrade est mort aujourd'hui. Il avait été grièvement blessé il y a 2 jours, vous vous en souvenez, par 2 terroristes arméniens. Klaus Barbie a quitté l'hôpital. Il a été transféré la nuit dernière dans sa cellule de la prison Saint-Joseph à Lyon. Demain, toute une partie de notre journal de 12h45 sera consacrée à Klaus Barbie et au procès qui se prépare. Un mot de sport, de cyclisme avec la 2e étape de la course Paris-Nice. Francis Castin l'a emporté à Saint-Étienne devant le Belge Plancart. Au classement général, un autre Belge, Van der Ramden, reste en tête. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé de demain à Enghien, vous les voyez sur votre écran, le 20, le 13, le 14, le 17, le 10, le 12, le 5 et le 11. Le temps demain, Philippe Dumez. Oui, et avant de vous donner le temps, je vais quand même vous expliquer la raison pour laquelle le brouillard est resté une bonne partie, pour ne pas dire toute la journée, sur la moitié nord de la France. Et vous le voyez, on le distingue très bien sur notre photo satellite ici. Eh bien, ceci est dû simplement au fait qu'il y a ici une dépression qui a laissé des nuages, des stratocumulus, qui ont empêché le soleil de venir faire évaporer en quelque sorte ces brouillards. Alors pour demain et les jours qui vont suivre, eh bien, il faut s'attendre à ce que cette nouvelle dépression ici dans l'Atlantique s'approche des côtes de l'ouest de la France, mais ceci ne sera pas avant dimanche dans l'après-midi ou même dimanche soir. Pour demain, le temps, eh bien, il est assez simple. Il est à peu près équivalent à ce qu'il était aujourd'hui, avec toujours des brouillards, surtout situés dans le, disons, du bassin parisien à l'ouest, dans le centre et dans le sud-ouest. Et puis ensuite, ils laisseront la place, ils vont s'évacuer un peu plus vite qu'aujourd'hui à cause d'un vent qui va souffler un petit peu. Toute la région méditerranéenne, elle, est toujours assez belle. Du côté des températures, c'est très simple. Elles sont à peu près équivalente partout à celle d'aujourd'hui. Pour demain, donc, c'est la fête des Maximiliens, avec un soleil qui va se lever à 7h13 et qui se couchera à 18h49. Et puis n'oublions pas que dans une dizaine de jours, eh bien, c'est le printemps.
Tant mieux. À 22h50, Claude Sérillon vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi. Avant de nous quitter, jusqu'à demain 20h, je vous propose de revoir l'image superbe de ce lutin sur glace, le champion du monde de patinage artistique, l'Américain Hamilton, qui a fait merveille hier soir à Helsinki. Bonne soirée, à demain.